Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans un nouveau numéro des interviews du Winamax FC. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Strasbourg pour un entretien exceptionnel avec Monsieur Patrick Vieira, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Est resté plus d'une heure à notre micro. Il revient sur sa carrière de joueur, mais aussi sur sa nouvelle aventure en tant qu'entraîneur. On reviendra sur ses aventures à Crystal Palace, à Nice et évidemment aujourd'hui à Strasbourg. Je vous laisse vous régaler, c'est incroyable. Eh ouais, mais j'ai toujours préféré Roy Keane, moi. Eh ouais, mais ouais. C'est bon? Alors juste avant Patrick, je me permets juste, voilà, avant chaque interview, ça me permet de mieux respirer. Voilà. De mieux évacuer le stress. Exactement. C'est ça. Voilà, on peut y aller. Patrick Vieira, merci beaucoup d'être au micro du WFC. Vraiment, c'est un privilège de pouvoir échanger avec toi. On va évidemment aborder ta nouvelle carrière d'entraîneur, parce que ça fait un petit moment qu'elle a débuté, et mettre en parallèle avec tout ce que tu as connu dans ta carrière de joueur. Première question toute simple, est-ce qu'aujourd'hui, ta vie d'entraîneur te comble au quotidien par rapport à celle que tu as pu avoir en joueur? On imagine que c'est un plaisir différent, mais voilà, est-ce que tu y trouves ton compte? Est-ce que c'est comme tu l'imaginais? Comme je l'imaginais, non. C'est honnête. Non. Non, parce que quand on est joueur, on ne se rend pas vraiment compte de la vie d'un entraîneur. On connaît l'entraîneur par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, par rapport au contact qu'on peut avoir avec lui sur le terrain, mais en tant que joueur, on ne se rend pas compte du contexte qu'il y a autour et de la difficulté à gérer tout ce qui se passe autour de l'équipe. Ça veut dire que on a son staff, on a le président, le directeur sportif, il y a les supporters, il y a le média, il y a le staff médical, et l'entraîneur, il est au centre de tout ça. Et quand on est joueur, on a du mal à se rendre compte du travail qui est fait en dehors par l'entraîneur. Et ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une certaine organisation. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, je ne savais pas tout le travail qui était fait derrière. Mais au jour d'aujourd'hui, pour vraiment répondre à la question, est-ce que je suis comblé? La réponse est oui. Parce que j'aime ça, j'aime être au contact des joueurs, j'aime discuter avec les joueurs, j'aime être sur le terrain, j'aime partager mon expérience. Et ce côté stress, tension, de la performance de l'équipe, du résultat, c'est quelque chose qui me plaît. Entre tes débuts en MLS, Nice, l'APL et aujourd'hui Strasbourg, est-ce que tu pourrais rapidement résumer un peu ton évolution et ton approche que tu as par rapport à ce nouveau métier d'entraîneur? C'est une adaptation sur comment gérer le collectif, gérer individuellement les joueurs. C'est gérer une certaine relation qui, je pense aujourd'hui, par rapport à l'expérience que j'ai eue, me permet d'anticiper certaines choses, mais d'avoir des relations un peu plus étroites avec Loïc, le directeur sportif, ou le président Marc Keller. J'ai vécu des expériences auparavant qui me permettent aujourd'hui d'être plus sûr de ce que je veux et de ce que je veux mettre en place. Ces expériences à Nice et à Crystal Palace me permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus serein sur la relation que je peux avoir avec des gens autour de moi, beaucoup plus serein sur mes envies d'entraîneur, sur le système que je veux utiliser, sur le rapport que je peux avoir avec les joueurs. J'ai beaucoup plus de certitude aujourd'hui grâce à ces deux expériences que j'ai eues auparavant. Et donc tout ça, résumé, te fait venir à Strasbourg et tout ça, tu l'as retrouvé quand toutes ces expériences sont accumulées, tu t'es dit Strasbourg, à ce moment-là de mon évolution dans ma carrière de coach, ça peut être le meilleur endroit pour continuer à développer tout ça? Les expériences que j'ai eues auparavant m'ont permis de faire ce choix de Strasbourg. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est il était important pour moi de travailler avec un directeur sportif avec qui je pouvais échanger, avec qui je pouvais discuter et que ça sera vraiment un travail en commun sur la construction de l'effectif. D'avoir un président qui me connaissait personnellement, humainement, et avec qui je pourrais
travailler simplement et mettre mes idées en place sur l'expérience que j'ai pu avoir auparavant en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur. Et ça m'a permis aujourd'hui d'être ici à Strasbourg parce que même si je sais que les résultats vont déterminer mon temps de vie ici à Strasbourg, mais d'avoir cette base, cette fondation avec des gens sur qui je pourrais m'appuyer dans les moments difficiles, sur qui je pourrais mettre mes idées de travail en place, était quelque chose de fondamental pour moi. Si je dis pas de bêtises, tu as changé de staff entre Palace et Strasbourg. Oui. Qu'est-ce qui a... Enfin, pourquoi ce choix de devoir changer de staff quand on connaît aujourd'hui l'importance de la relation staff-coach? Oui, bien sûr. C'est assez surprenant. Oui, mais Christian Wilson, avec qui je travaille depuis les moins de 23 de Manchester City, est encore là aujourd'hui avec moi. Paul, que je connaissais très bien parce que il a travaillé en Première Ligue et on avait de très bons rapports. On s'est toujours dit qu'un jour on allait travailler ensemble et ce jour est arrivé ici à Strasbourg. Hachim, que j'ai connu à Nice, okay. C'est des gens... T'es pas dans l'inconnu. Je suis pas dans l'inconnu, okay. Exactement. Et on a gardé Stéphane Cassard, qui était l'entraîneur des gardiens, et Jean-Marc, qui a travaillé aussi ici, qui connaît très bien le club. Le staff, on se connaît bien. On a chacun son rôle et responsabilité, on va dire. Et je suis vraiment très content du staff que j'ai aujourd'hui. Après, les changements, c'est dû à passer du championnat anglais au championnat français. La langue, bien sûr, était quelque chose d'important. L'expérience aussi était important. Paul a travaillé à West Ham, a gagné la coupe avec West Ham. Il fait partie du staff de l'équipe d'Angleterre. Il travaille avec des grands joueurs. Et j'avais besoin de cette expérience-là. Et en tant qu'entraîneur, et lui, il l'emmène et c'est une bonne chose. À quel moment de ta carrière, dans ta tête, tu as commencé à te dire que le banc de touche pouvait t'intéresser? Durant ma carrière, jamais. Jamais. Ça s'est fait après? Ça s'est bien fait après. Okay. C'est 2 ans que j'ai passé à Manchester City comme ambassadeur du club, qui m'ont permis de passer un peu de temps un peu partout au club. Et pour être honnête avec toi, j'ai eu Brian Marwood, qui à l'époque était directeur sportif à Manchester City, qui me dit, écoute, nous on te verrait bien dans ce rôle-là, quoi. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de me lancer, de passer mes diplômes d'entraîneur, de prendre une équipe à Manchester City. Et à fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait. Mais c'est vraiment arrivé après la carrière. C'était comment la formation au Pays de Galles avec Thierry Henry? Je crois que tu avais connu... On n'est pas de la même génération, on n'a pas passé en même temps. Lui, il est passé après. Arteta? Arteta, non. C'était aussi après, je pense. C'était très intéressant. Il y avait une méthodologie d'approche qui était différente peut-être de celle de la France ou d'autres pays. Mais je sentais que c'était en adéquate par rapport à la vision que moi j'avais. Et la structure qu'eux, ils avaient en place m'a permis de vraiment cadrer mes envies d'entraîneur, ma philosophie de jeu, ce que je voulais mettre en place. Et ça a été une très bonne décision pour moi d'aller là-bas. Il y a un sujet très important aujourd'hui dans le foot français, c'est celui des jeunes, de la formation, ça revient souvent. Tu as commencé à City donc, tu es devenu coordinateur des jeunes dans le club. Est-ce que c'était rapidement une volonté d'être dans la transmission et de travailler avec des jeunes joueurs? Non, l'idée première, c'était de vraiment savoir si je voulais faire ce métier-là. Et si j'avais envie de durer dans ce métier ou pas. Et si j'ai envie de durer, c'était comment j'allais construire ma carrière d'entraîneur. Et c'était important pour moi de passer les diplômes. C'était important pour moi de passer par les jeunes pour vraiment mettre les 2 pieds dans le plat, pour savoir si c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et pour me construire par rapport aux certitudes que je voulais avoir pour ce métier-là.
Après avoir passé 2 ans avec les jeunes de City, j'avais envie de plus parce que j'avais envie de plus de pression, mais j'étais pas prêt pour prendre une équipe en Europe. Et c'est vrai qu'avec New York City en MLS, c'est la trajectoire idéale, on va dire, parce que ça m'a permis de sortir un peu de l'Europe, de la pression, on va dire, d'aller travailler avec un groupe professionnel et essayer de me rapprocher de cette certitude que je recherchais et savoir si j'étais capable aussi de gérer des joueurs professionnels, si j'étais prêt aussi à gérer cette pression qu'il pouvait y avoir, cette pression du résultat. Qui était important aussi à savoir si j'étais capable de répondre à ces demandes et après ces 2 ans et demi passés à New York, j'étais prêt pour avoir une expérience, on va dire, en Europe. Mais ce qui était important pour moi, c'était de me construire professionnellement pour avoir une certaine crédibilité et pas cette crédibilité en tant que joueur, c'était vraiment en tant qu'entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'un des 3 vestiaires les plus jeunes de Ligue 1, donc c'est pour ça que je mets en relation avec ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ton statut d'ancien grand joueur, champion du monde, etc., tu le ressens au quotidien avec ces jeunes-là? Non, parce que... je dis pas qu'ils vont faire des selfies avec toi tous les jours. Non, mais tu le ressens au début parce qu'il y a la carrière et puis la plupart d'entre eux étaient aussi très très jeunes. Tu le ressens au début, mais les joueurs et surtout les joueurs d'aujourd'hui, ils sont captivés par ce que je vais leur proposer, par rapport à ce que je vais leur demander. Si je veux vraiment avoir le respect du vestiaire et de ces jeunes joueurs, c'est qu'est-ce que je vais leur proposer, qu'est-ce que je vais mettre en place pour les aider à grandir, à s'améliorer, à être beaucoup plus compétitifs. C'est ce que je vais moi mettre sur la table pour essayer de les emmener le plus haut possible. C'est ça qui va me faire gagner le respect. Ces 4 années à Manchester City, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans ta construction, dans le lancement de ta carrière de coach? Est-ce que tu as pu échanger, partager des expériences ou de l'amélioration tactique avec par exemple Mancini et Pellegrini? Ce qui était à l'époque, j'étais en MLS, vu que la saison il y a toujours un décalage. Je revenais toujours à City et je passais une petite semaine avec les entraîneurs qui étaient en place au niveau du centre de formation, au niveau de l'équipe première. Et vraiment, c'était vraiment un plus pour moi parce que je voyais Guardiola ou Mancini ou Pellegrini à l'entraînement tous les jours. Et je voyais un peu comment ils étaient sur le terrain, comment ils se comportaient avec les joueurs, la qualité de la séance d'entraînement, ce qu'ils demandaient vraiment aux joueurs. J'étais vraiment un privilégié, on va dire. Et bien sûr, ça m'a permis aujourd'hui de me construire en tant qu'entraîneur et d'avoir des certitudes sur ce que je veux vraiment et ce que j'attends des joueurs par rapport au système que je veux utiliser. Il y a un moment qui te reste en tête d'échanges comme ça avec ces grands entraîneurs? Non, mais l'échange, c'est la passion de ces entraîneurs-là. Avec Mancini, Pellegrini ou même avec Pep, c'est quand quand ils parlent de foot, on sent que c'est au-delà de la séance d'entraînement, c'est au-delà de l'aspect tactique qu'ils peuvent mettre en place, c'est cette passion qu'ils arrivent à dégager, et je trouve que ça c'est une qualité forte. Et dans tes débuts, on parlait des jeunes, sauf que dans tes débuts, t'as des vieux dinosaures dans ton vestiaire, des Pirlo, des Lampard, des David Villa. Quand on fait ses débuts et qu'on a des mecs qu'on a affrontés dans sa carrière, qu'on a éliminés en Coupe du Monde, qu'on a perdu des finales de Coupe du Monde. Comment ça se... Quand c'est battu. Comment c'est... Voilà, ça doit être un moment spécial quand même. Non, mais c'était génial et c'est pour ça que c'était vraiment une belle expérience parce que la MLS, c'est comment gérer ces 3 DP, qu'ils appellent ça, qui ont une carrière extraordinaire, et puis des joueurs qui apprennent ce métier-là, qui sortent d'université, et c'était comment vraiment manager l'écart qu'il pouvait y avoir entre ces 3 joueurs-là et le reste de l'effectif.
Parce que qu'est-ce que le bébé coach Vieira pouvait apprendre à Pirlo tactiquement? Non, mais justement, c'était pas apprendre, c'était de créer une équipe. Essayer de faire comprendre à Franck, Andrea et David que de la manière dont eux ils voyaient le football n'était pas le même que le reste de l'effectif. Et c'est quelque chose de compréhensible, mais c'était comment moi, l'entraîneur, allait les utiliser eux pour rendre les autres encore meilleurs. Et vraiment, c'était une très belle expérience. Je suis tombé sur 3 joueurs que je ne connaissais pas vraiment, sauf sur le terrain, parce qu'on était des compétiteurs, on se battait pour gagner, on se serrait la main à la fin, et puis c'était fini, quoi. Mais là, j'ai rencontré 3 joueurs, mais vraiment extraordinaires humainement. Et en fin de compte, je travaillais avec eux pour... je les utilisais pour mettre les choses en place. Je discutais souvent avec eux sur l'aspect tactique parce que l'expérience qu'ils ont eue, m'a aussi l'échange que j'ai eu avec eux m'a aidé à tirer le maximum des joueurs qui étaient déjà ici. Et travailler avec ces 3 joueurs-là a été vraiment un grand plaisir. Arsenal, Arsène Wenger, est-ce que aujourd'hui ou même donc quand tu as démarré ta carrière de coach, il faisait figure un peu de Oui, modèle pour toi? bien sûr, parce que c'est avec Arsène que j'ai joué mon meilleur football. Ça veut dire que il a réussi à tirer le maximum de mon potentiel. Et le comportement que lui a eu avec moi m'influence aujourd'hui dans le comportement que je peux avoir avec certains joueurs, parce que ça a fonctionné avec moi et j'espère que ça fonctionnera avec les autres, même si après chacun est différent. Mais Arsène, bien sûr, m'influence beaucoup par rapport à comment il se comportait avec moi. Il était comment, du coup? Il était juste. Il était juste, c'est-à-dire que il me faisait reconnaître les erreurs que j'ai pu commettre. Et ces erreurs-là, de la manière dont il communiquait avec moi, m'a fait prendre conscience des améliorations que je devais avoir. Ça veut dire qu'Arsène, avec moi, il a toujours été très constructif au niveau des discussions, mais tout en me faisant comprendre que j'ai eu tort. Et je trouve que ça a été une très bonne chose parce que je ne me suis jamais braqué et que j'ai toujours pris ça comme des discussions constructives qui m'ont permis de faire carrière. Parce que quand on regarde tes matchs à Arsenal, tactiquement, tu avais quand même de la liberté, tu pouvais faire beaucoup de choses sur le terrain avec Arsène Wenger. Est-ce que c'est toujours dans une structure. Ça veut dire D'accord. que, comme disait à l'époque Roger Lemaire, ce dépassement de fonction, mais toujours dans cette structure qui permet de donner un certain équilibre à l'équipe. Ça veut dire que moi, sur le terrain, oui, j'avais cette possibilité de pouvoir percuter de temps en temps, mais ça arrivait 1 ou 2 fois par mi-temps et encore. Mais ma concentration et mon objectif, c'était de bien défendre, récupérer le ballon et le donner à des joueurs qui avaient d'autres qualités, on va dire. Et ça, c'était ma priorité, c'était mon rôle. Et dans une équipe, quand ça fonctionne bien, et ça a très bien fonctionné à Arsenal, c'est que chacun comprenait très bien son rôle et sa responsabilité, mais toujours pour le service du collectif. Et je pense que ça a été aussi la force de Arsène, c'est de faire comprendre aux joueurs ce qu'ils devaient faire, quel était leur rôle pour justement permettre au collectif d'être fort, d'être plus fort. Et ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Mais ce qui est intéressant, je voulais en parler après, mais on va en parler maintenant, c'est que cette notion de liberté au service de la structure, est-ce que ça peut se retrouver aujourd'hui avec un joueur comme Doucouré, par exemple? Bien sûr, parce qu'il a le talent, il a les qualités pour. Mais encore une fois, ça ne doit pas être au détriment du collectif. Il va y avoir des moments où le jeu va permettre à Isma d'être un peu plus haut. Parce qu'on le voit, la séance d'entraînement, souvent, il est sollicité quand même. Oui, il est sollicité parce qu'il a une certaine facilité de
de construire le jeu, de toucher le ballon, de faire des bonnes passes. Maintenant, faut que ça soit pour le collectif. Et c'est ce qui permettra au collectif d'être meilleur. Alors j'ai sondé les experts des Gunners. Apparemment, Arsenal, tu étais très proche aussi de l'adjoint, Pat Rice. Pourquoi tu sais Non, mais parce que ça fait plaisir d'entendre son nom. Mais... Et ça veut dire qu'il t'a apporté de belles choses, oui, bien sûr. ce monsieur. En quoi il a été important pour toi dans ta carrière? Et j'imagine parce qu'on parle souvent des entraîneurs, mais souvent ça délègue à des adjoints. Oui. Des fois on dit ouais, mais c'est un adjoint, il faisait tout. Non, mais Pat Rice, c'était le monsieur Arsenal. Parce qu'il a joué pour Arsenal, il a gagné des titres avec Arsenal, il connaît ce club mieux que n'importe qui. Et pour moi et pour les joueurs étrangers arrivés à Arsenal, c'était important d'avoir ce quelqu'un qui va nous expliquer, entre guillemets, quelles sont les valeurs de ce club. Et il avait cette passion d'être dans la compétition, comme ils disent un peu le fighting spirit des Anglais, compétition, tacler, sauter, se battre. Et lui, il était important dans le sens où nous, joueurs français, quand on ne l'avait pas ou quand on ne l'emmenait pas, il était là pour nous rappeler justement ces valeurs de ce club et ce qu'était vraiment Arsenal. Et c'est pour ça, Pat Rice, dans le staff d'Arsène, était très important parce que c'est lui qui nous faisait comprendre l'importance de cet état d'esprit qu'il fallait avoir pour la première ligue. C'était pas le tacticien, quoi. C'était pas monsieur Tableau. Non, mais c'est là qu'on se rend compte que être tacticien, c'est pas seulement, c'est pas suffisant. Et dans la construction du staff, c'est important d'avoir cet état d'esprit, d'avoir des gens avec cette passion-là qui vont emmener ce qui manquait peut-être ce qui manque à un entraîneur. Et c'est pour ça que entre Boro Primorac, Pat Rice et Arsène, c'était, je pense, d'un côté, Pat Rice emmener ce qui manquait un peu à Arsène et Boro Primorac ramener ce côté convivial, très familial, qui avait toujours le petit mot pour déconner, on va dire, que peut-être Arsène n'avait pas. Et la construction du staff aussi, c'est ça, parce que certains joueurs vont se représenter un peu plus vers celui-là ou vers l'autre. Et c'est pour ça qu'un staff autour de l'entraîneur est très, très important. Et avec tout ça, on perd pas un match en PL, du coup. On a moins de chances de faire, on va dire. Thierry Henry a déclaré, là, il y a 2 jours, dans l'équipe, ma carrière d'ancien grand joueur ne m'aide pas. Aujourd'hui, dans sa nouvelle vie d'entraîneur et aujourd'hui sélectionneur des espoirs, est-ce que toi, ton passé de très grand joueur, t'as pas envie de l'oublier dans ta nouvelle carrière d'entraîneur? Ah non, moi j'ai déjà oublié. Ah ouais, c'est... Ouais, je l'ai déjà oublié. À partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans ce métier, la porte elle a été fermée et vraiment occasionnellement ou presque jamais je parle de moi en tant qu'ancien joueur. Quand je parle avec un joueur, milieu de terrain ou pas milieu de terrain... T'as pas envie d'être dans « moi je faisais ça » Ah non, okay. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Mais t'as pas ce sentiment de peut-être devoir prouver plus que d'autres, d'avoir une attente supérieure? Oui, mais ça illégitime, après, peut-être. ça c'est la société qui est comme ça, c'est normal, Okay. On peut pas l'éviter. Okay. On a réussi à faire une belle carrière et quand on se lance ce métier d'entraîneur, forcément la pression elle va être un peu plus forte que si je me veux lancer comme directeur sportif, par exemple. On n'a pas choisi la facilité non plus, mais mettre de côté et vraiment fermer la porte. Mon côté joueur, c'est quelque chose que j'ai vraiment décidé de faire à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dans ce métier. Je regardais un peu les coéquipiers que tu as eu dans ta carrière et sur ta période à l'Inter, je regardais un peu le vestiaire, la composition du vestiaire. Et bon, quand tu fais un par un, il y a du Zlatan, du Cambiasso, du Zanetti, Maicon, Materazzi, même du Quaresma à un moment. Est-ce que cette expérience à l'Inter, on parle toujours de la gestion des égos, la gestion des stars dans un vestiaire, puisque je pense que tu as dû voir de belles choses dans les vestiaires à l'Inter Milan, ça peut aussi t'aider aujourd'hui à savoir comment gérer un vestiaire? Bien sûr, parce que l'expérience en tant que joueur m'aide aussi. Donc tu n'oublies pas totalement?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis que je ferme la porte, je prendrai jamais référence sur ma carrière ou moi en tant que joueur. Mais bien sûr, l'expérience en tant que joueur, je serais débile de ne pas l'utiliser parce que ça me permet d'anticiper certaines choses, on va dire. Mais la gestion de joueurs, c'est quelque chose dont l'expérience rendra meilleur, on va dire, un entraîneur. Parce que quand on parle, et tu as mentionné l'Inter... Ça te fait marrer. Non, mais ça me fait marrer parce que j'ai des images qui me reviennent en tête. Il n'y a pas un entraînement où ça s'est bien terminé. À chaque entraînement, il y avait l'accrochage entre deux joueurs parce qu'il y avait des fortes personnalités, il y avait des mecs qui avaient envie de gagner. On faisait des entraînements, tout le monde avait envie de jouer. Alors, tu avais besoin de prouver que tu méritais de jouer plus que l'autre. Et il n'y avait pas d'entraînement où il n'y avait pas d'embrouille. Mais ça, Mancini, qui avait un ego plus grand encore que les joueurs, il le gérait très bien. Et à partir de là, c'est vrai que la gestion de Mancini, de cet effectif-là, a été extraordinaire parce que c'est pas facile de gérer Ibrahimovic, de gérer Materazzi, Walter Samuel, qui sont des compétiteurs et c'est dur, hein. C'est dur de choisir les 11 qui vont jouer. T'as un souvenir là quand tu parles de ça qui te vient à l'esprit? Ouais, je me rappelle de ce moment-là, on s'est bien enfin, c'était marrant, ils se sont foutus sur la gueule ou... Ouais, non mais c'est tout le temps. De toute façon, il n'y a pas une embrouille où il n'y avait pas Materazzi dans le coup. Ah. Et d'un côté, t'as pas envie de te laisser faire. T'as envie de répondre, t'as envie de montrer ta personnalité, ton caractère. Et ça fait partie aussi des grands clubs. Et c'est sûr que vaut mieux avoir un entraîneur qui est capable de le gérer pour pas que ça déborde et que ça devienne quelque chose, pour pas qu'on s'entretue entre nous quand même, quoi, tu vois. Et Mancini, dans ce domaine-là, il a été très bon. Tu expliqueras au micro de Canal, pardon, avec Olivier Dacour, que tu t'étais senti très seul à la fin de tes aventures de Crystal Palace et Nice. Est-ce que la gestion alors je vais pas dire de l'échec, mais des moments difficiles dans la carrière de joueur sont différents de la gestion des moments difficiles quand tu es entraîneur? Parce que l'approche mentale du football, aujourd'hui, elle est revenue sur le devant de la scène avec tout ce qui s'est passé dernièrement, peut-être avec BK, etc. Et voilà, je voulais savoir, toi, comment tu as géré tes moments difficiles en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est la même chose? Ça reste l'échec et de le gérer, c'est d'être entouré de ses proches. Moi, j'ai toujours eu la chance, c'est d'avoir eu la famille autour. Et c'est sûr que quand tu joues pas ou quand tu es blessé, que tu loupes une compétition, tu as l'impression que c'est la fin du monde. Et dans ces moments difficiles, c'est de s'entourer de ses proches. Il n'y a que ses proches qui comptent à ces moments-là. Et c'est vrai que ça a toujours été même un métier très compliqué où on a toujours l'impression que le joueur de foot gagne beaucoup d'argent, alors il doit être forcément heureux. Mais il y a le joueur de foot qui a envie de jouer, il y a le joueur de foot qui a des déceptions personnelles ou professionnelles, et on a tous besoin de ce soutien. Et c'est pour ça que être entouré de sa famille est quelque chose d'important, parce qu'on a besoin de ce soutien-là dans des moments difficiles. Le coach aussi. Pour le coach aussi, hein. Le coach, il n'est pas différent d'un joueur, ça reste un être humain, ça reste un homme ou une femme avec ses faiblesses. Et à partir de là, il y a quand même ce côté amour-propre qui est touché, et aujourd'hui beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile qu'auparavant, parce qu'avec les réseaux sociaux, tout est balancé sur la place publique, et on est quand même touché, on est quand même affecté, et il y a des moments où c'est difficile à gérer, bien sûr. La génération 98, beaucoup ont embrassé la carrière d'entraîneur. Est-ce qu'il y a un parcours qui te surprend plus que d'autres? Si je mets Zizou en haut de la liste, est-ce que son parcours, par rapport à comment tu l'as connu joueur, te surprend avec toute la
la réussite que tout le monde connaît, qu'il a eue, mais aujourd'hui, bon, il a fait une petite pause, mais est-ce que Oui, c'est peut-être le parcours qui t'impressionne et qui te surprend le plus? Non, qui me surprend peut-être le plus, oui, parce que je ne le voyais peut-être pas comme entraîneur par rapport aux relations qu'on pouvait avoir et comment je le voyais en équipe de France. Même moi, à ces périodes-là, je me voyais pas comme entraîneur, pour être honnête avec toi. Mais après, on reste admiratif par rapport à la construction de sa carrière. Et puis après, à tout ce qu'il a pu gagner avec le Real de Madrid. On reste admiratif et surtout, globalement, c'est comment il a réussi à se construire avec les opportunités qu'il a eues, qu'il a saisies et les choix qu'il a pu faire, quoi. Parce que c'est comme un joueur, hein. On a des équipes un peu sur la table et on fait des choix. Et ces choix-là peuvent être bonnes ou mauvaises. Tu as fait partie, c'est mon analyse, hein, des joueurs qui ont révolutionné le poste de milieu de terrain par rapport à ton profil. Du coup, est-ce que ton profil de milieu de terrain aujourd'hui se déporte sur ton métier d'entraîneur, c'est-à-dire que le milieu de terrain est ta zone tactique qui est la plus intéressante, la plus stimulante et la plus importante dans une équipe de football? Plus importante, je ne sais pas, je pense pas. Importante, oui. Ce rôle de milieu défensif, on lui demande au jour d'aujourd'hui de tout faire. On lui demande même aujourd'hui de marquer des buts, de faire des passes décisives. À l'époque, on récupérait le ballon, on le donnait à droite, à gauche pour les joueurs un peu créatifs. Aujourd'hui, le milieu de terrain doit être créatif, doit être physiquement costaud pour gagner des ballons, doit faire entre 12 et 13 kilomètres par match. On lui demande énormément de choses. Et donc, ça devient un rôle ou un poste très important. Après, c'est comment tu vas construire l'équipe. Chaque joueur, dans son rôle et dans son poste, est important aujourd'hui. C'est de trouver cet équilibre-là pour construire une équipe. Le but final, j'imagine, quand on est entraîneur, c'est d'avoir son style, de dire bah lui il joue comme ça, lui voilà. Je sais pas. Mais après le style, c'est d'avoir une identité de jeu bien claire. Et puis après cette identité-là doit emmener à une certaine chose. Est-ce que pour toi tu l'as trouvé la tienne? Parce que en regardant, on peut déjà rien que dans cette année, on a eu une défense à 3 ou à 5. On a eu souvent du 4-3-3, des fois du 4-2-3-1. Alors là, c'est des chiffres, mais même dans l'animation, on s'y retrouve plus ou moins en fonction de qui était disponible à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Oui, et c'est pour ça qu'il y a plein de choses. Trouver quelque chose. J'ai un système que je préfère, qui est le 4-3-3. Après, il y a je pense toujours qu'un entraîneur doit avoir une certaine facilité d'adaptation par rapport au groupe qui est à sa disposition, surtout quand un entraîneur arrive dans un club. À Strasbourg, sur les dernières années, bien comprendre que l'effectif a été vraiment construit pour un 5-3-2. Alors c'était important pour moi d'arriver et d'utiliser ce système-là parce que c'est important de mettre des joueurs dans leur vrai positionnement pour qu'ils puissent maximiser ce potentiel qu'ils ont. J'ai tenté après beaucoup de choses. J'ai tenté des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ont un peu moins fonctionné. Mais l'objectif pour moi, c'est de mettre les joueurs à leur meilleure disposition pour qu'ils puissent s'exprimer. Après, est-ce que ça sort un peu de mes principes par rapport à ce que je veux mettre en place? Je dois m'adapter. Mais l'objectif pour moi, c'est vraiment progresser dans le 4-3-3 et c'est ce qu'on a fait sur les derniers matchs. Parce que ta vision idéale, si on te donne les joueurs que tu veux, les moyens que tu veux, ça serait quoi l'équipe parfaite de Patrick Vieira? Quel style elle aurait cette équipe? Ça serait avec un 4-3-3, avec une équipe, beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité. Ça sera l'équipe que j'aimerais moi mettre en place.
Parce qu'aujourd'hui, Strasbourg est l'équipe qui récupère les ballons le moins haut sur le terrain. Est-ce que c'est un axe important de travail? Parce qu'aujourd'hui, dans le football, l'équipe qui récupère souvent haut sera souvent la plus dangereuse. Oui, après, souvent dangereuse, mais après, faut avoir les moyens de pouvoir le récupérer haut. C'est un axe de travail. Essayer de récupérer le ballon le plus haut possible, bien sûr. L'axe de travail aussi, c'est comment on va mieux construire dans notre moitié de terrain pour inviter un peu cette pression pour pouvoir exploiter l'espace qu'il y a dans le dos de l'adversaire. Et dans ce domaine de construction, on doit être meilleur sur l'aspect technique. Il y a encore beaucoup de zones de travail qu'on est en train de mettre en place avec des joueurs qui ont très peu d'expérience de la Ligue 1. Et ce qu'il faut, c'est continuer à travailler avec eux, avec des idées bien claires sur les axes et ce que je veux vraiment définir comme philosophie de jeu. Comment tu évalues le virage tactique qu'a pris la Première Ligue entre ton passage de joueur et aujourd'hui, qui entre-temps a connu un monsieur qui s'appelle Pep Guardiola? Je pense que l'arrivée de Pep a changé le football en Angleterre, qui est devenu beaucoup plus dans la possession, avec des joueurs beaucoup plus techniques, avec beaucoup plus de patience au niveau de la construction et au niveau de la possession. En Angleterre, il y avait toujours cet engouement du public qui forçait le jeu un peu plus vers l'avant, de jouer un peu plus vers le long ballon, le deuxième ballon. Il y avait moins de patience au niveau de la construction. Quand Arsène est arrivé, il a changé un peu. Mais avec Pep, il y a vraiment eu cette transformation au niveau de la possession, au niveau de prendre son temps pour construire le jeu. Il y a beaucoup moins de jeux directs. Et c'est vrai que beaucoup de gens disaient que ça allait être compliqué pour lui en Angleterre, mais il a réussi à changer le football en Angleterre, mais aussi à influencer beaucoup d'entraîneurs qui sont beaucoup plus au jour d'aujourd'hui au niveau de la possession. Justement, est-ce que c'est dur aujourd'hui quand on démarre une carrière de coach de ne pas être inspiré par Pep Guardiola? Est-ce que pour toi c'est difficile aujourd'hui? Parce que ça, forcément, moi je deviens coach, ma référence, ça peut facilement être Pep Guardiola. Est-ce que c'est difficile? Mais le problème, c'est que tu n'auras pas les mêmes joueurs que Pep Guardiola. Évidemment. Et c'est là le souci, c'est... moi, je regarde Manchester City jouer ou je regardais Barcelone jouer. Enfin, je pense qu'on prenait tous énormément de plaisir à les regarder jouer. Mais on n'a pas Rodri dans toutes les équipes. On n'a pas De Bruyne dans toutes les équipes. On n'a pas... un gardien qui est capable de mettre un ballon où tu veux à 70 mètres et créer, faire une passe décisive. Et ça se construit tout ça. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre où est-ce qu'on est, les joueurs qu'on a à sa disposition, et de choisir et de pratiquer cette philosophie-là pour encore une fois tirer le maximum du potentiel du groupe qu'on a entre les mains. À Arsenal, dans tes coéquipiers, tu avais un joueur qui s'appelait Dennis Bergkamp. Comment Arsène il gérait ce type de joueur que je mets dans la catégorie des génies? Ce genre de joueur que tu es obligé de laisser jouer à l'instinct. Et est-ce que toi, ça t'a inspiré cette manière dont il a pu gérer les génies si tu es amené à en tomber dans ta carrière de joueur là-dessus? Ouais, mais les génies, en général, ils sont très intelligents et quand ils sont intelligents, ils savent très bien qu'ils sont à la disposition du collectif. Et C'était son cas à Bergkamp? Lui, c'était un génie. C'était un génie, c'était un joueur exceptionnel, mais surtout, c'était aussi un homme exceptionnel. Ça veut dire que quand il y avait ce travail défensif à faire, il le faisait aussi. Il le faisait pas autant que moi parce que son rôle et ses qualités sont différentes. Mais il y avait un minimum et ce minimum-là, il le faisait toujours pour le collectif. Alors quand on a un génie qui fait ce travail défensif, ça donne encore plus de force aux joueurs qu'il y a autour de lui. Et si ça donne beaucoup de force aux joueurs qu'il y a autour de lui, forcément, lui sera encore meilleur parce que nous, on aura envie de récupérer le ballon pour lui donner les ballons.
Et c'est comme ça qu'on construit une équipe. Et c'est pour ça que l'entraîneur, bien sûr, est très important dans ce domaine, parce que on ne peut pas laisser un joueur jouer que quand il a le ballon, parce que ça crée quelque chose de négatif pour le collectif aussi. Mais quand tu tombes sur des joueurs qui sont intelligents, comme l'a été Dennis Bergkamp, forcément, ça rend le collectif plus fort. Et à l'arrivée, c'est lui qui brille, quoi. Il était très haut dans les coéquipiers très forts que tu as connus. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il est dans les top 3, oui. C'est pas mal, alors. Ah non, il est dans les top 3. Il est dans les top 3 parce qu'il rendait tous les joueurs autour meilleurs. Et ça, c'est une force. Et ça, c'est un génie. C'est faire briller tout ce qu'il y a autour de lui. Et ça, il le faisait très bien. Donc ça ferait partie de ce genre de joueur que tu rêverais d'avoir dans ton vestiaire aujourd'hui en tant qu'entraîneur? Oui, après, il y a d'autres qualités qui sont importantes aussi. Mais quand on a des joueurs aussi intelligents que Dennis Bergkamp dans ton effectif, c'est sûr que ça rend les choses beaucoup plus faciles pour un entraîneur. On arrive à la fin de l'interview. Tu as connu, donc évidemment tout le monde le sait, cette saison des Invincibles. Quel ressort mentaux et tactiques il a utilisé Arsène Wenger pour qu'il y ait ce niveau de performance pendant un an, pour que cet exploit devienne possible? Est-ce que à un moment donné de la saison, les joueurs peuvent devenir autonomes? C'est-à-dire, on est rodé dans un truc qui nous va nous amener jusqu'à là. C'est l'objectif, c'est rôder, c'est prendre des responsabilités. C'est comment tu crées cet effectif-là aussi. À cette époque-là, il y avait beaucoup de joueurs qui prenaient des responsabilités sur le terrain. Il y avait beaucoup de communication. On était vraiment très proches, sur, mais aussi en dehors du terrain. Arsène avait vraiment réussi à construire une équipe. Une équipe qui ne pensait pas qu'on pouvait faire une saison sans perdre un match. Le seul qui y croyait, c'était Arsène. Et il a construit cette équipe-là avec des valeurs, avec de la qualité footballistique, ça c'est une certitude, mais avec des valeurs de collectif, vouloir réussir quelque chose tous ensemble. Et je pense que dans un groupe, quand tout le monde est au service du collectif, l'équipe a plus de chances de gagner des matchs. Est-ce que être à la tête d'un très gros club européen aujourd'hui, est-ce que ça te fait peur? Non. Non? Non. Donc t'imaginais à la tête de Manchester United avec Roy Keane en adjoint par exemple ça... Lui comme adjoint, je sais pas. Mais mais l'objectif c'est pour moi c'est de porter ce club avec vraiment un potentiel énorme, le plus haut possible. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière? On va aller sur du court terme, on va dire une bonne saison. Pas très bien. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup. Merci.